Bonjour à tous et bienvenue à l'étape originale, l'ultime étape de la tournée Entrepreneuriat pour tous. Vous avez envie de networker, de rencontrer les réseaux d'accompagnement? Eh bien c'est ici que ça se passe. Si vous voulez networker, c'est-à-dire rencontrer d'autres entrepreneurs comme vous et échanger avec eux, suivez le guide. Lors de votre première connexion, une fenêtre pop-up va s'ouvrir et va vous proposer de networker. Deux solutions. Soit vous acceptez, soit vous refusez. Si vous acceptez, vous devrez remplir quelques données obligatoires, comme vos noms, prénoms, adresse mail, société, poste. Une fois rempli et validé, vous arriverez sur la page Centre d'intérêt. Vous devrez alors cocher une case Centre d'intérêt, ce qui vous permettra de retrouver les personnes ayant coché la même que vous et de networker avec eux. Si vous souhaitez voir les personnes qui ont le même centre d'intérêt que vous, il vous suffit d'aller dans Mes contacts lorsque vous êtes connecté à votre compte sur le site de l'événement. Il vous suffira alors soit de les contacter, soit de les ignorer. Dans la rubrique Mes informations, vous pourrez modifier votre centre d'intérêt ou vous retirer du networking. Et si vous avez répondu non à la fenêtre pop-up et que vous avez finalement envie de networker, pas de panique, il vous suffit de vous rendre dans Mes informations, cocher la case Envie de networker et votre centre d'intérêt. Vous souhaitez vous entretenir avec un des réseaux d'accompagnement de la Fabrique à entreprendre pour avoir des conseils pour vous lancer? Rien de plus simple. Lorsque vous êtes inscrit à cet événement et connecté à votre compte, sur la page d'accueil, cliquez sur Prenez rendez-vous. Vous arriverez alors sur la page des partenaires présents et disponibles pour vous recevoir en rendez-vous. Une fois que vous avez identifié le réseau que vous souhaitez contacter, cliquez sur Demander un rendez-vous. Choisissez votre créneau horaire et validez. Le rendez-vous est pris. Vous saurez ensuite si ce dernier est confirmé. Une fois confirmé, retrouvez-le dans votre agenda. Sachez que vous avez également la possibilité de laisser un message au réseau de votre choix. Et voilà, vous êtes désormais prêt à réussir vos rendez-vous business.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Ahmed Bouzouaïd. Donc, je suis honoré d'animer cette table ronde où on va évoquer l'enjeu de tomber et de se relever. C'est un sujet qui est d'actualité avec la crise. La crise, il faut y faire face. Il y a un slogan là dont on parle, à savoir il faut céder plutôt que de céder. L'enjeu, on essaye d'évoquer la solidarité, on essaye d'évoquer finalement toutes les ressources, la résilience qui va nous permettre de rebondir. Et parmi ces ressources clés, ces ressources phares, il y a bien entendu la détermination. Et pour parler détermination, on a l'honneur aujourd'hui d'avoir Cyril Guézel qui représente la structure Les Déterminés, avec qui on déploie un accélérateur partout en France, l'accélérateur Émergence, bien entendu. Également Sergio Michel, qui a eu l'occasion de passer par cet accélérateur des Déterminés. C'est un serial entrepreneur car il multiplie les projets et il va partager avec nous son expérience. Une expérience de vie, une expérience d'entrepreneur, une expérience qui consiste à finalement à affronter des difficultés, à rebondir, à célébrer des réussites. Et c'est un peu tout ça qu'il va partager avec nous. Tout de suite, je passe la parole à Cyril, si tu veux te présenter. Bien sûr. Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Guézel, je suis directeur des programmes chez Les Déterminés. Très très vite, Les Déterminés, c'est quoi? C'est une association fondée en 2015 par Moussa Camara et qui a pour fonction de vous former à l'entrepreneuriat et de manière totalement gratuite pendant 6 mois. Vous soyez issu des quartiers, que vous soyez issu des régions, des grandes villes, que vous ayez bac-5 au doctorat, notre boulot, c'est de vous faire passer par l'état d'idéation à celui d'entrepreneuses et d'entrepreneurs sur la durée. Très bien. Donc c'est vraiment un parcours intensif où l'enjeu, pour entrer dans ce parcours, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il ne s'agit pas d'un diplôme, parce que tu as parlé de doctorat ou bac-5. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour entrer dans ce parcours? Alors, très honnêtement, la détermination. Alors, on le dit beaucoup en disant déterminer, détermination, mais c'est le feu qui anime le porteur ou la porteuse de projet quand ils veulent lancer un projet entrepreneurial. Le parcours, il se divise en 2 étapes. La première, c'est on va travailler vraiment sur vous, qui est au cœur du projet. Donc, c'est l'adéquation homme-projet, la confiance, la légitimité, tout ce qui est à la base de la motivation. Et la seconde étape sera sur tout ce qui concerne le projet en lui-même. Pour ça, on a rassemblé les outils nécessaires pour vous former et pour accélérer. Et tout ça, c'est supervisé par une directrice de la pédagogie, ce qui est c'est rare, c'est vraiment rare dans l'univers de l'incubation et de la formation. Et à travers ce parcours, on fait intervenir les meilleurs experts, le réseau, nos partenaires, dont la BPI, dont on est vraiment fiers, afin qu'à la fin de notre période d'incubation, les personnes deviennent créateurs et créatrices de richesse. Merci beaucoup, Cyril. Juste une chose avant de passer la parole à Sergio. Aujourd'hui, on va aborder l'idée de tomber et de se relever. Quel lien avec la détermination? Tu pourras nous le dire un peu s'il y a un rapport ou qu'est-ce que vous essayez de transmettre à vos entrepreneurs justement pour vivre ou faire face finalement à la routine d'un entrepreneur? Le côté positif, c'est que Les Déterminés, ça a été fondé par des entrepreneurs et pour des entrepreneurs et des entrepreneuses. C'est-à-dire que je ne mets pas le dose de l'échec, mais la confrontation, la souffrance, le refus et le fait de tomber à longueur de temps, c'est plus haut sur la vision entrepreneuriale que les succès. Parce que finalement, 10 fois plus d'échecs que de succès. Et notre travail à travers notre parcours pédagogique qui est vraiment intense, qui est vraiment dur, c'est que là, il faut s'accrocher quand même, c'est qu'on va vous donner toutes les armes, on va travailler avec vous pour pouvoir vous structurer et faire face à tout ce qui concerne l'adversité à travers le parcours entrepreneurial, crise mondiale ou pas. Mais merci beaucoup, Cyril. Donc, ça me fait penser à ce proverbe japonais qui nous dit tomber 7 fois, se relever 8. Sergio, donc je suis très honoré de t'avoir aujourd'hui. Donc tu pourrais nous parler d'abord, peut-être te présenter tes entreprises et nous expliquer comment dans ton parcours et peut-être dans cette crise, tu as pu être confronté à des difficultés parfois très grandes. Bonjour, merci de m'accueillir sur cette plateforme. Sergio Michel, je suis gérant de la société Eden Clean depuis 2017. Et depuis février 2019, j'ai ouvert un restaurant sur la commune de Bagnolet. Avec tout ça, j'ai fait partie de la promotion 13 des Déterminés, qui m'ont accompagné justement sur le développement de la société de nettoyage et avec lesquels j'ai beaucoup appris. Alors, je vais faire une petite courte présentation de ma personne. Sergio Michel, 34 ans, titulaire d'un BTS système électronique. Je fais une ATS adaptation technicien supérieur pour intégrer une école d'ingénieur. Et suite à ça, j'intègre mon école d'ingénieur. Et pour des raisons financières et personnelles, du coup, je mets fin à mon cursus scolaire.
Donc, du coup, l'école était relativement chère et j'ai ma copine, qui est actuellement ma femme, qui était tombée enceinte à l'époque. Donc, je suis au pied du mur. Premier constat, je suis au pied du mur et je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Donc, j'ai pas eu mon diplôme d'ingénieur et je me dis qu'est-ce que je vais faire. Donc, de là, de par mon éducation, me vient à l'idée d'ouvrir ma première société, en tout cas, Eden Clean en 2017. Donc, pourquoi en lien avec ton éducation? alors, titulaire d'un BTS système électronique, pourquoi avoir ouvert une société de nettoyage? Ça n'a vraiment rien à voir. J'ai été élevé par ma mère qui était maniaque, et du coup qui m'a transmis cette manière de vivre et de fonctionner. Donc j'ai tendance à toujours tout ranger, classer, répertorier, j'aime être dans un bon environnement. Et d'ailleurs, pendant mon cursus de BTS, j'étais agent d'entretien. Et pendant cette période d'agent d'entretien, j'ai travaillé à la Tour First, la plus grande tour de la Défense, et sur lequel il y a des conducteurs de travaux de chez Bouygues qui ont vu du coup que je gérais, que j'étais chef d'équipe, même si en tant que simple agent d'entretien, ils ont vu mes capacités et ils m'ont dit qu'il serait peut-être intéressant pour toi d'un jour de te lancer à ton compte. Tu as toutes les capacités pour le faire. D'accord, excellent. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu as la tête de 2 sociétés, j'ai compris? Exactement, c'est bien ça. Comment tu as été, du coup, quel a été les conséquences de la crise actuelle qu'on a vécue sur tes sociétés? La première, elle a été relativement très violente pour ma société de nettoyage. Alors, lorsque j'ai commencé mon activité, en 2017, pendant 3 mois, c'était relativement calme, vu que je me suis lancé de façon autodidacte. Relativement calme, donc la première chose que j'ai faite, j'ai contacté mon entourage, c'est-à-dire mes amis qui sont déjà entrepreneurs ou qui sont dans le BTP. Et donc, du coup, j'ai commencé à décrocher des petits chantiers. Suite à ça, j'ai eu un gros client qui m'a été conseillé par mon comptable d'ailleurs, un très gros client qui gère plusieurs appartements Airbnb sur Paris. Donc suite à ça, là entre guillemets la ruée vers l'or, tout se passe très bien. Je fais à peu près 6 appartements par jour dans Paris. J'avoisine un chiffre d'affaires de 8 000 € par mois. Je suis très très satisfait et pour la première fois de ma vie, je pense à recruter du personnel. Donc tout se passe relativement bien. Par contre, je suis rushé, j'ai un peu une perte de qualité de l'entretien de mes appartements. Donc suite à ça, il y a un concurrent qui vient et qui me prend la moitié de mes appartements. Rien de dramatique. Et pendant le confinement, j'ai l'intégralité de mes clients qui m'appellent et qui me disent on est en télétravail, ne venez plus nettoyer nos bureaux. Et j'ai mon plus gros client Airbnb qui m'appelle même pas, où je passe du coup de 100 réservations par mois à une prestation par mois. D'accord. C'est la chute totale. Vraiment, là, c'est la chute totale. Donc, du coup, il y a un impact extrêmement concret sur ton chiffre d'affaires, sur ton activité. Et est-ce qu'il y a des impacts sur l'homme? À savoir, là, plutôt émotionnellement, comment tu reçois ça? Comment tu vis cette situation? Alors, le premier effet, le premier impact que ça a sur ma personne, c'est par rapport à ma femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une société qui jusqu'à là fonctionnait, je me retrouve fin février, début mars, avec un chiffre d'affaires nul. Et je ne veux surtout pas inquiéter ma compagne, ma femme, je ne veux surtout pas l'inquiéter. Donc, en tant qu'entrepreneur, je fais bonne mine, on réfléchit, on essaie de trouver des solutions. Je relance mes clients, j'essaie de voir mes collaborateurs si effectivement eux aussi sont impactés. Et donc, du coup, effectivement, j'essaie de mettre en place une stratégie. Mais je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est ma détermination pour flatter un peu Cyril, c'est qu'en parallèle, je fais la formation des déterminés. D'accord. C'est-à-dire que si vous arrivez à me suivre, j'ai ma société Eden Clean qui commence à être à l'arrêt. J'échange avec Moussa Camara et je dis à Moussa Camara, il me dit mais pourquoi tu veux faire partie des déterminés? Et je lui dis de façon autodidacte, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec ma société de ménage, mais qu'aujourd'hui j'ouvre un restaurant, mais je n'ai pas les process. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'avoir des outils, j'ai besoin d'avoir des intervenants, j'ai besoin d'avoir des personnes expérimentées qui vont avoir les mots pour pouvoir m'accompagner. Et c'est pour cette raison que j'ai intégré les déterminés, que j'ai souhaité faire partie de la promo 13. Bon, c'est eux qui m'ont du coup sélectionné, mais que j'ai postulé en tout cas pour intégrer les déterminés.
Merci beaucoup Sergio. Cyril, donc là t'entends finalement voilà son activité qui bat de l'aile à cause du contexte, hein, ce qui est tout à fait compréhensible, et effectivement la dimension aussi émotionnelle qui m'intéresse, comment tout ça s'est vécu, comment c'est perçu. Toi qui vois justement un grand nombre de porteurs de projets et de créateurs, comment c'est vécu par les autres et comment ça résonne ce qu'il dit Régis Sergio pour toi? C'est très simple, c'est exactement ce qu'on a voulu inculquer. C'était pas du blabla quand je disais que ça a été créé par des entrepreneurs et entrepreneuses pour des entrepreneurs et entrepreneuses, parce que comme c'est un métier dangereux, quand je dis dangereux, c'est-à-dire que ça va impacter, quoi qu'il se passe, tous les domaines de nos vies. Social, environnemental, ça va impacter nos finances, ça va impacter notre temps, notre famille, nos relations, notre santé. Donc, tout ce qu'on a créé de manière pédagogique sur la formation, c'est vraiment pour, en gros, les détruire, mais de manière contrôlée, pour qu'ils détruisent eux-mêmes, hein, parce qu'ils sont aussi, ils sont actifs. À chaque étape, déterminée sur chaque volet de la formation, pour qu'ils puissent vivre des choses très dures, compliquées, mais encadrées, avec le soutien pédagogique déterminé, ce qui permet en fait qu'ils acquièrent une certaine posture, une certaine stature. Et on dit toujours, moi c'est ma grande phrase, je préfère qu'ils souffrent maintenant, qu'ils en prennent plein la tête maintenant, que dehors, que pendant qu'ils qu'il n'y aurait pas de filet de sécurité, etc., etc. Donc on a vraiment créé toute cette pédagogie parce qu'on sait que déjà ça joue pas et que de deux il y a des personnes qui vont jouer leur peau, c'est-à-dire qu'il y a la famille derrière, ils n'ont pas forcément de plan B, ce qui fait que notre travail c'est vraiment de les former pour qu'ils soient opérationnels dans tous les domaines et à tout moment. D'accord. Et durant cette crise, parmi les entrepreneurs que vous accompagnez, qu'est-ce qui s'est passé? Ils baissent les bras, ils lâchent l'affaire sur leur projet. Comment émotionnellement ils vivent les choses? Il y a très bonne question. Honnêtement, on baisse tous les bras à un moment ou à un autre, même si c'est de manière temporaire, mais on baisse tous les bras parce que on voit cette vague arriver, influencée aussi par les journaux, par les conséquences médicales de ce qui se passe, etc. Donc, il a fallu vraiment qu'on réagisse au cas par cas pour, un, rassurer les personnes, deux, faire une continuité pédagogique parce que on leur fait signer une charte d'engagement parce qu'on va être assez dur et on va être intense. Donc, il faut qu'ils s'engagent à travers un contrat, à travers une signature, même si c'est totalement gratuit. Mais c'est-à-dire que par définition, nous aussi, on doit s'engager. Et quand il y a une période de Covid et que c'est la quarantaine et que c'est compliqué et que le moral des personnes est au plus bas, et ben nous, il a fallu qu'on passe pédagogiquement d'un programme 100% présentiel, historiquement présentiel, à un programme 100% distanciel pour créer une espèce de communauté, une fédération pour que briser le cercle de la quarantaine et de la solitude des personnes, pour qu'on fasse des mini-groupes, des ateliers pédagogiques, pour qu'ils puissent se retourner, etc., etc. Donc, c'est véritablement éviter l'isolement. Sergio, du coup, toi, est-ce que tu as vécu un moment une phase d'isolement, une phase où tu t'es dit, je vais baisser les bras? Ou comment tu as rebondi? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et comment, je dirais, est-ce que être dans un réseau, ça t'a aidé à être plus fort finalement? Alors, je vais y répondre. En fait, dans ta question, il y a plusieurs questions, mais je vais essayer de suivre le fil directeur. Alors, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, déjà, j'étais au pied du mur. C'est-à-dire que plus d'école, plus de scolarité, pas de job. Donc, mais une petite fibre entrepreneuriale qui émergeait en moi. Donc ensuite, lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, on bascule, du coup, j'ai toujours été, entre guillemets, salarié et je passe dans la case entrepreneur. Bon, d'un point de vue salarié, être patron ou entrepreneur, c'est pas très bien vu. Donc je bascule dans la case où, entre guillemets, je suis le méchant. Et pour interagir, vu que je ne suis plus salarié et que je suis chef d'entreprise, donc du coup, je ne peux plus interagir avec 97% des personnes que je côtoie, de ma famille, de mes amis, des proches, parce qu'ils ne peuvent pas forcément comprendre ce que je vis. Donc, effectivement, lorsque je me suis lancé dans ma première boîte, Eden Clean, effectivement, je me suis retrouvé seul, je me suis posé pas mal de questions, et effectivement, c'était très compliqué, des remises en question. Comme le disait Cyril, ça a impacté forcément ma famille. Je rentre stressé, j'essaie de trouver des solutions, je suis au pied du mur, et ça ne devrait pas justement impacter ma famille. Donc oui, je me suis trouvé à plusieurs reprises seul, et parfois limite au bord de la dépression, parce qu'il y a beaucoup de pression, comme le disait Cyril, il y a des enjeux financiers, on a des charges personnelles, on a une vie, et en même temps, si je puis dire, lorsque j'ai rencontré les déterminés, c'est bizarre, hein, ça peut paraître bizarre, mais après 3 ans d'entrepreneuriat, c'est la première fois de ma vie
que j'ai réalisé qu'il y avait des personnes comme moi, en fait, qui étaient soit au début ou au milieu de leur activité entrepreneuriale, qui se posaient énormément de questions et qui avaient aussi pas mal de compétences. Et de pouvoir interagir avec des personnes qui comprennent ce que vous ressentez, qui comprennent ce que vous vivez, qui sont dans les mêmes problématiques que vous, c'est tout simplement formidable. Et pour terminer, échanger avec eux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en fait avec plusieurs interlocuteurs sur lesquels vous pouvez, qui vont échanger sur vos problématiques et qui vont vous permettre de trouver parfois des solutions que vous n'auriez même pas vous-même pensé. Donc, c'est tout simplement fantastique et même, je dirais, très important. C'est intéressant, Cyril. En fait, ce que j'entends, c'est que finalement, il y a deux accompagnements. Il y a l'idée d'être, il y a l'accompagnement technique, la préparation que vous essayez de mettre en place pour les aider à réussir, les aider à acquérir les compétences qui vont les aider à déployer de façon très opérationnelle leur projet. Et après, il y a l'accompagnement des entrepreneurs, de ceux qui leur ressemblent et ceux qui vivent finalement la même situation ou l'ont vécu et finalement pourront faire part d'un éclairage. Comment on met ça en place, comment on l'anime, comment on rend ça effectif. Il faut de l'expérience. On ne joue pas avec la vie des gens, donc les personnes qui vont créer la méthodologie, la pédagogie, c'est une femme par exemple qui s'appelle Fatima Deba, qui est la directrice pédagogique et de la formation, qui a des années d'expérience sur l'être humain, sur l'expertise entrepreneuriale, et le but du jeu, c'est de concilier les deux. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est tout simplement la création de richesse. Qui crée la richesse? Eh ben, au démarrage, c'est l'entrepreneuse et l'entrepreneur. Tout dépend de cette personne-là. C'est le moteur, c'est le cœur. Ce n'est pas au début des dirigeants d'entreprise, c'est vraiment des créateurs et des créatrices de richesse. Donc nous, sur la pédagogie, sur les 6 mois, on a presque 2 mois et demi qui sont uniquement centrés sur la personne, la création de la personne, la légitimité, la structuration, et sur le côté, ce que j'appelle un peu côté commercial. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre toutes les ficelles, parce qu'on ne peut pas conseiller les autres, on ne peut pas vendre quelque chose si nous, on ne se connaît pas nous-mêmes, si nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on a dans les tripes. Et en fin de compte, c'est ça, parce que l'entrepreneuriat et le commerce, c'est la relation entre deux personnes qui vont échanger, qui vont communiquer. Mais on ne peut pas connaître la personne en face si nous, déjà, on ne se connaît pas nous-mêmes. Donc, les déterminés, c'est un peu ça. C'est un énorme miroir qui n'est pas déformant, qui est la réalité de qui on est, afin de pouvoir comprendre et acquérir une stature pour pouvoir vendre un produit ou un service. Merci beaucoup, Cyril. Alors, donc, je comprends bien la nécessité d'être accompagné, de consolider ses compétences. Et aussi, Sergio l'a bien dit, le fait de pouvoir échanger avec des pairs, avec des entrepreneurs qui vivaient les mêmes réalités. Donc, on va dire ça conforte et ça donne de l'énergie, peut-être de l'espoir lorsqu'on est tombé. Maintenant, comment on se relève, Sergio? Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement? Alors concernant Eden Clean, ce que j'ai mis en place dans un premier temps, ce que j'ai appris avec les déterminés, c'est qu'il est important d'entretenir son réseau. Donc, j'ai relancé mes clients et essayé de savoir effectivement si leur société se portait bien et qu'est-ce qu'ils projetaient pour l'avenir. Donc, du coup, c'est la première chose que j'ai fait. Ensuite, la seconde chose que j'ai fait, c'est au niveau de trésorerie. Je n'avais pas anticipé cette crise, donc j'avais investi sur du matériel, sur un certain nombre de choses. Et là, j'ai dû appeler mes fournisseurs pour leur dire aujourd'hui, je vais très certainement avoir des difficultés, vu que j'ai l'intégralité de mes clients qui me disent qu'ils sont en télétravail, et de leur donner le maximum d'éléments pour leur prévenir que je vais scinder du coup les paiements, certains paiements. L'autre chose que j'ai faite, du coup, pendant le confinement, du moins le premier confinement, vu que j'étais aussi en formation avec les déterminés, j'ai été très, très agressif sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur LinkedIn, j'ai démarché, j'ai répertorié tous les administrateurs, les syndics, tous les clients potentiels que je pourrais contacter pour l'après-confinement. C'est-à-dire que j'étais en pleine crise, donc au lieu de la subir, c'est ce que les déterminés m'ont appris, il faut constamment être en veille. En tant qu'entrepreneur, il faut constamment être en veille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver de nouveaux clients tout en entretenant des relations directes avec mes clients pour pouvoir me projeter. D'accord, super. Excellent. Donc, si je résume, déjà, il est important de fidéliser, aussi de prendre la température, parce que les clients, c'est aussi des relations toutes humaines. Donc, le fait de les relancer, savoir comment ça va et comment on pourra travailler aussi à l'avenir ensemble, c'est important. Donc, c'est faire vivre son réseau. Ensuite, tu as évoqué dans l'idée de faire vivre son réseau, de contacter ses fournisseurs. Ces fournisseurs pour pouvoir, les informer sur la situation, peut-être les rassurer sur la capacité à tenir ses engagements,
et peut-être aussi obtenir auprès d'eux des facilités de paiement. Donc, il y a cette dimension-là. Après, tu as évoqué aussi l'idée de digitaliser l'activité. Du moins, tu as évoqué le fait d'être plus agressif, du moins structurer une approche grâce au numérique, grâce au digital, pour prospecter aussi différemment et de façon plus intensive, avec une logique, je pense, un peu le fil conducteur. Aujourd'hui, on vit la crise, mais ton enjeu, c'était de voir un peu plus loin et de dire préparer la sortie de crise. C'est bien ça. Comment ça résonne, ça fait écho, Cyril, avec finalement les fondamentaux, les approches que vous transmettez? Est-ce que vos programmes, ils ont évolué avec la crise? Alors, comme je t'ai dit, oui, les programmes ont évolué parce qu'on est passé dans du distanciel aussi. Maintenant, on essaye de faire 50% distanciel, 50% présentiel pour maintenir une communauté avec les normes hygiène, etc., nos partenaires. Mais s'il y a un truc qu'on est chez les déterminés, c'est que, je dis entre parenthèses, on maîtrise le domaine entrepreneurial parce que c'est notre travail, c'est notre vie, etc. Deuxièmement, on est très honnête avec eux. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose où on sent qu'il y a un véritable problème sur en tant que porteur de projet, sur leur idée ou leur business model, on le dit. Et des fois, les gens pleurent, des fois, les gens sont tristes. Parce que on détruit un peu leurs rêves, mais en tous les cas, on détruit en tous les cas des mensonges. Et 3, ne vous faites aucune illusion, et là je parle même aux porteurs et aux porteuses de projets, les crises mondiales ou sectorielles sont cycliques tous les 2 ou tous les 3 ans. Moi, ça fait 15 ans que je fais entrepreneuriat. On a eu les grèves de la Poste, on a eu les gilets jaunes, on a eu le BTP, on a eu les crises de la TVA avec les concessions de voitures. On a eu absolument tous les 2-3 ans, il y a une crise. C'est pas fait pour vous faire peur. C'est juste pour vous dire que c'est normal et que votre travail, c'est toujours de faire avec. Et ce qu'on applique sur la pédagogie, c'est on ne se fait pas d'illusions sur nous-mêmes. On vous a donné les outils et on va continuer à vous accorder des outils avec les one-to-one, le club des déterres, etc., jusqu'à une continuité longue. Mais tout va dépendre de l'adaptabilité que vous pouvez avoir à travers vos projets. D'accord. Donc, Sergio, toi, vu de ton point de vue, finalement, tomber et se relever, ça fait partie c'est un quotidien, finalement. Un quotidien, plutôt, je dirais, même pas une routine, mais une réalité auquel il faut être préparé, finalement. Exactement. Lors d'un cours que j'avais eu chez les déterminés, effectivement, être le mot d'ordre, c'est constamment être en veille. En veille, constamment garder un œil ouvert et anticiper. Anticiper, savoir ce qui se fait, anticiper. C'est vraiment l'attitude à avoir en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. C'est vraiment retenir les leçons du passé, être prêt pour l'instant présent et préparer l'avenir. Mais constamment. Donc, véritablement, l'anticipation, une clé. Qu'est-ce qu'on fait? Si je peux donner des astuces un peu concrètes à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il faut faire pour anticiper? Donc, je reprends ce que tu as dit, c'est essayer de contacter ton écosystème, tes clients, tes fournisseurs, etc. Mais comment on fait pour anticiper? Quelles pratiques tu peux partager avec nous? Alors, les conseils, le premier conseil que je pourrais donner à ceux qui souhaitent se lancer dans un premier temps, c'est de se lancer. Le second, qui est très important, que j'ai appris aussi lors de la formation des déterminés, faites un projet rentable. C'est-à-dire que si le projet il est bien sur 1 an, 2 ans, 3 ans, identifiez vite votre besoin, ciblez vite votre clientèle. Il faut connaître vraiment son coût de revient et je dirais surtout que ça soit rentable et avoir une trésorerie. Aujourd'hui, vraiment, sur ma première société, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est la gestion. Effectivement, vous avez des entrées, mais gérer, il y a des charges, il y a des choses à payer et avoir une très bonne trésorerie pour pouvoir, en cas de crise, en cas d'urgence, avoir les reins solides pour tenir et aussi pour développer aussi. Donc, se lancer, se préparer et une fois qu'on est dedans, bien gérer sa trésorerie, je dirais, avec une activité rentable. Donc, une société rentable, donc là, l'idée, c'est qu'on se prépare, on anticipe sur finalement la viabilité économique de notre projet. Et sur la question de la trésorerie, ça fait tout à fait écho à cette logique d'anticipation. Et moi, ça me fait penser à une chose, c'est que tu as bien dit, tu as développé l'activité parce que tu as eu une expertise terrain du métier. Et en fait, finalement, cette expertise du métier, elle doit être complétée de l'expertise du métier d'entrepreneur, entre guillemets.
C'est-à-dire gérer sa trésorerie, ça suppose de savoir lire et manier des chiffres, d'avoir des outils de pilotage justement, et de tous les autres aspects, hein, parce que ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est vraiment un plan d'action commerciale, des stratégies de fidélisation, des stratégies de communication, et là pour le coup, digital, etc. Et on voit bien que connaître son marché, c'est une force, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu en penses, Cyril? Je dirais qu'il y a toujours un paramètre hasardeux dans l'entrepreneuriat, c'est que même si on connaît le marché, on a un bon produit, on a un beau client, des fois ça marche pas. Et c'est la vie. Et ça, il faut aussi l'accepter. C'est une des nombreuses baffes qu'on se prendra dans la tête, honnêtement. Maintenant, on ne fout pas les pieds là où on ne connaît pas et on n'investit pas alors qu'on n'a pas testé tout simplement sur le produit. C'est pour ça que nous, on les pousse, et il n'y a pas que nous, et c'est la logique même, là, c'est pas inhérent ou déterminé par dire, on pousse les gens à tester tout de suite leur solution sur le terrain, à partir de la 2e semaine. On fait des études de marché, on fait des appels, on les forme à faire des appels téléphoniques. Quand ils ont des doutes, on fait venir des comédiens, des acteurs pour leur donner l'art du pitch, la façon de communiquer, de respirer, etc. Et ils y vont. D'accord. Et une question peut-être naïve, on teste avant d'avoir créé ou on crée pour tester? C'est une excellente question. C'est vraiment une excellente question. Le mieux, c'est de savoir et de parler directement à ceux qui sont des acteurs et qui sont des décisionnaires sur le terrain. Si vous avez quelque chose qui est pas obligé d'avoir créé ou dépensé des millions d'euros, et pour tester votre offre ou votre produit, contacter, rencontrer ces gens-là avec un langage quand même un peu commercial et un peu structuré pour pas leur faire perdre leur temps. Mais si vous avez même une carte vide ou un carton vide, vous y allez, vous testez, vous regardez les conséquences de votre pitch envers ces experts-là. Tout simplement. C'est pour ça qu'on a développé une méthodologie, c'est que le premier mois après le côté commercial et études de marché, on leur fait rencontrer en soutenance directement, on leur fait rencontrer des directeurs des achats, des acheteurs, des gens qui sont spécialisés, des experts métiers, pour qu'ils disent tout de suite s'ils doivent se repositionner en disant « c'est bien, ton produit est bien, m'intéresse, mais tu sais pas le vendre » ou alors « ton produit, je suis expert métier, ça marchera jamais », etc., etc. D'accord. Sergio, toi, tu as eu cette démarche justement d'aller à la rencontre des professionnels, de clients potentiels ou de concurrents pour savoir te positionner, challenger ton offre, etc. Tu as eu cette démarche-là? Totalement. Alors, c'est-à-dire que je vais reparler de ma formation chez les déterminés. L'une des choses les plus importantes que j'ai appris dès le départ et qui m'avait très, très surpris, c'était le coût de revient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avais une activité depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans, et je ne connaissais pas mon coût de revient. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il me semble que c'était un des cours que Cyril m'avait fait. Et donc, du coup, effectivement, je me lance dans l'entrepreneuriat de façon autodidacte et je réalise que je n'ai pas tous les éléments et je n'ai pas tous les outils. Donc, le coût de revient. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à faire un chiffrage. Les prestations que je propose, les services que je propose, est-ce qu'elles ont une juste valeur? Est-ce que le prix est juste? Et est-ce que ce prix-là me permet de faire fonctionner ma société? C'était le premier point. Le second point, effectivement, développement clientèle, le démarchage client. D'ailleurs, oui, on a été challengé avec mes différents camarades de ma promo. Et par exemple, j'avais pour but de démarcher 10 clients. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une artère principale de ma ville et c'était un exercice que j'avais fait, par exemple, de démarcher tous les syndics, les administrateurs de biens, tout ce qui est les agences immobilières. Et tout ça, ça me challengeait. Et c'est des automatismes qui me permettaient d'apprendre sur moi-même, de développer l'image de ma société, de me perfectionner et du coup, de répéter, et à force de répéter, de développer et d'avoir de nouveaux clients. Donc oui, c'était des exercices que j'ai faits et que j'ai pu exploiter directement sur le terrain. Très bien. J'aimerais bien réagir sur, donc tu as été évoqué, je t'ai même présenté comme un serial entrepreneur. Juste avant le confinement, tu étais à l'aube du lancement de ton restaurant, je crois, et jusqu'à ce que le confinement tombe, je me rappelle que quand j'ai pu te croiser et échanger avec toi, tu étais morose. Et donc, il y a des semaines qui se sont écoulées et je t'ai vu évoluer, mettre des choses en œuvre pour rebondir, je dirais. Tu pourrais raconter un peu cette expérience que tu as pu vivre sur ton deuxième projet entrepreneurial?
Ta question, elle est fantastique. Dans le contexte d'aujourd'hui, comme le disait Cyril tout à l'heure, le Covid, les informations, les journaux, le secteur de la restauration qui actuellement est très 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 difficile. On a fermé pendant un mois. Du coup, là, lors du premier confinement, on a dû fermer pendant un mois avec mes associés. Et effectivement, tombé. Donc je me dis, j'ai ma société de nettoyage qui chiffre d'affaires nul et je me retrouve avec mon restaurant qui... Nous avons ouvert 3 semaines avant le confinement. Donc 3 semaines d'ouverture et on referme un mois après. On a refermé pendant un mois. Donc effectivement, très très compliqué et heureusement, mais c'est sincère, c'est réel, heureusement que j'ai fait la formation des déterminés. La chance que j'ai eue, c'est que je pouvais interagir avec, du coup, avec des entrepreneurs. J'étais encore dans le cursus de formation et donc du coup, constamment en veille et j'ai vite réagi et je me suis adapté. Donc, j'ai contacté tout notre personnel, on s'est entretenu, on a fait une réunion et j'aurais soumis l'hypothèse de réouvrir avec les nouvelles normes en vigueur. C'est ce qu'on a fait. Et du coup, la première chose qu'on a faite avec mes associés, c'est qu'on a élargi notre zone de chalandise. Donc on s'est dit, pourquoi pas, vu que tout le monde est confiné, pourquoi pas se permettre, au lieu de livrer à 5 km à la ronde, se permettre d'aller jusqu'à 20 km à la ronde. C'est ce qu'on a fait. Et durant le confinement, du coup, on a vu notre chiffre d'affaires tout simplement exploser en livraison. Donc, on a vu notre clientèle nous solliciter, des livraisons exploser, et on a tout simplement, et on s'est très vite adapté, on a profité justement de ce confinement pour tout simplement lancer notre activité. Merci. Ça me fait penser à l'expression américaine qui consiste à dire de penser en dehors du cadre. Et là, finalement, vous avez réinterrogé le cadre. Le cadre des 5 km sont devenus 20 km. Et je reprends les étapes, à savoir donc cette idée qui te vient grâce aux échanges au sein des déterminés, le fait que tu réunisses ton équipe et pour pouvoir partager un plan d'action et construire collectivement une vision pour pouvoir la porter, parce que ça peut pas être essentiellement le dirigeant qui la porte. Et après, ce que j'ai pu comprendre, c'est mettre en œuvre ce plan d'action où vous changez le cadre, finalement, vous l'élargissez. Bravo. Tout de suite, on accueille Jason qui va nous partager les questions et réflexions des participants. Bonjour à tous, merci pour vos témoignages inspirants qui ont sûrement donné beaucoup d'espoir au public qui nous suit actuellement. Et on a d'ailleurs beaucoup de questions de ce public. Et la première, c'est une question de Catherine à adresser à vous, Sergio, qui vous demande pourquoi l'idée du restaurant qui a l'air a priori si loin de votre univers de départ. Alors c'est une très bonne question. Lorsque je me suis lancé dans l'activité de nettoyage, j'ai nettoyé pas mal de restaurants. Donc en fait, j'ai nettoyé des restaurants pendant les pauses déjeuner, du service de 14h30 à 18h. Pas mal de restaurants, à force de nettoyer, et j'ai constaté sur le terrain, en fait, je me suis imprégné, si vous voulez, de ce métier. Je me suis dit, dans un premier temps, je nettoie des restaurants, si ça pouvait être le mien, dans un premier temps. Ensuite, je me suis dit, je n'ai pas les compétences pour avoir un restaurant, est-ce que je peux les trouver? Donc, le deuxième besoin, je l'ai identifié et je l'ai trouvé. Et la troisième chose, trouver un local. Donc, en conservant mon activité, a mûri dans ma tête cette idée d'avoir mon propre restaurant. Et vu que c'était mes clients, non seulement je travaillais pour eux, j'ai échangé avec eux, et certains, du coup, m'ont accompagné à développer ce restaurant. Excellent. Lorsque je dis accompagner, c'est vraiment du début à la fin. Excellent. Si je peux me permettre, on retrouve un peu des fondamentaux. Hein. On voit l'entrepreneur qui est aussi avant tout un enquêteur, un observateur. Donc il est dans les restaurants, mais il est aussi il est actif en fait. Il n'est pas du tout passif. Il recueille les informations, etc. Et il développe et il mature son questionnement en allant interroger les experts. Bravo encore une fois. Merci. Une question maintenant adressée à vous, Cyril. Une question de Thierry qui demande tout simplement comment entrer en contact et bénéficier de l'aide et des conseils des déterminés. C'est super simple. Vous allez sur le site internet lesdéterminés.fr. Vous regardez, parce qu'on est dans 14 villes, on est implanté maintenant dans 14 villes, en plus avec le soutien de la BPI en partenariat sur Vision Nationale. Vous regardez dans quelle ville vous vous situez, vous postulez si c'est les périodes d'ouverture de promotion, et vous aurez en plus toutes les informations nécessaires pour comprendre qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, les aides, les subventions, etc., etc.
Super. Je reviens vers vous, Sergio. On sait que du coup, cette période a été compliquée non seulement financièrement, mais aussi moralement, psychologiquement. Donc, une question très simple de Catherine. Qu'est-ce qui vous a donné la niaque pendant cette période? Alors, de façon très très simple, hein, et je ne l'ai pas dit lors de ma présentation, j'ai 4 magnifiques enfants. Et comme le disait Cyril, aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, je suis quelqu'un de passionné. C'est-à-dire que je ne vais pas à l'aveugle. J'aime mon métier et j'aime ce que je fais lorsque je me lève le matin. Et lorsque effectivement je constate qu'il y a de réelles difficultés, ce qui m'anime et la base de tout, c'est ma famille. Hein. Ils sont là et c'est vraiment, je fais un métier que j'aime, mais c'est pour eux aussi que je le fais. Donc, je les regarde en rentrant le soir et c'est eux qui me motivent tout simplement. Et je fais travailler mon côté entrepreneurial. Je m'adapte, j'essaie de trouver des solutions, j'interagis, je me pose des questions et je me mets constamment en question. Je me remets en question, je me pose des questions tous les jours. Que ça aille bien, que je sois en période positive comme en période négative. Constamment une remise en question, constamment en veille. Mais c'est ma famille. L'élément moteur, c'est ma famille et mes rêves, tout simplement. J'ai des rêves et cela fait partie de mes rêves. Et pour ajouter, je sais que ces crises et ces moments difficiles font partie de mes rêves. C'est-à-dire que ce sont des choses que j'accepte totalement. Contrairement, j'ai eu une pression au départ et là, aujourd'hui, pour moi, c'est un chemin classique. Il n'y a pas d'entrepreneur qui ne passe pas par ces étapes-là. Pour moi, c'est un passage obligé. Il n'y a pas de miracle. Et j'ai même envie de dire que c'est formateur. Et justement, vous avez parlé des ajustements que vous avez réalisés pendant cette période de crise. Est-ce que ces ajustements que vous avez réalisés pour vos entreprises, vous les avez vus pour les rendre pérennes plus loin que justement cette période? Sur ma société de nettoyage, alors j'ai effectivement tout remis à plat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma gestion était très très mauvaise, donc je n'avais pas du tout préparé cette crise, je n'avais pas du tout anticipé. Donc aujourd'hui, sur la trésorerie, sur la gestion de ma société de nettoyage, je fonctionne totalement différemment. J'encaisse les paiements et je fais en sorte de régulariser mes situations et je fragmente pour pouvoir bien gérer ma trésorerie. Concernant le restaurant, tout simplement, comme je vous l'ai dit, mon chiffre d'affaires a littéralement explosé. Et donc, du coup, j'ai notre banquier qui nous a tout simplement sollicité pour un financement qu'on a accepté d'ailleurs. Et en fait, on est en pilotage automatique. Hein, pour le restaurant, on était prêt à atteindre ces chiffres. Ils sont arrivés plus rapidement que le prévisionnel prévu. On s'adapte. Comme je vous l'ai dit, on s'adapte. Mais tout se passe relativement bien. Écoutez, un grand merci à tous pour vos témoignages enrichissants et inspirants pour cet atelier. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots directement du public sur le chat. Donc, c'était important aussi de vous les partager. Et donc, merci. L'étape originale continue, quant à elle, sur le prochain témoignage, qui sera un témoignage de Younes Bourimesh, CEO de BGS Holding. À tout de suite. Excellent. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Au revoir.